Encore une fois, merci pour votre temps et d'être venu aujourd'hui. Le but du workshop, en fait, comme on peut voir, c'est faire un CV professionnel, c'est-à-dire en découvrir les différentes erreurs que les gens font généralement dans leur CV et ensuite voir quelques outils en ligne qui peuvent être utilisés pour rapidement et efficacement faire son CV. Un CV simple, professionnel et qui peut attirer l'attention des recruteurs. Ok, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, une petite présentation de ma personne. Je suis Danny Kwengang. Je suis ingénieur logiciel en master à l'université de Kaiserslautern en Allemagne et je travaille également comme DevOps chez SAP, une entreprise ici en Allemagne qui fait dans la gestion des données. Donc, je suis également l'un des cofondateurs d'Associative, l'association qui offre ce workshop aujourd'hui. Et ouais, Affosative en elle-même, c'est une association que j'ai mis sur pied avec d'autres partenaires de reconnaissance. Et le but, en fait, c'est d'encourager les initiatives africaines, et ce, dans divers secteurs. Le secteur de l'éducation, le secteur professionnel, le secteur entrepreneurial et également peut-être le secteur du bénévolat, par exemple. Donc, vraiment se focaliser sur ce secteur-là et apporter des solutions aux différents problèmes que les gens peuvent rencontrer, bon, les Africains plus précisément. Dans un premier temps, étant donné que la plupart des membres en interne sont des étudiants, on a décidé de se focaliser sur les problèmes que peuvent avoir les étudiants, plus précisément en Allemagne, étant donné que nous sommes également tous en Allemagne. Et on essaye donc de ce fait de découvrir quels sont les différents problèmes que les étudiants ont, de causer avec les étudiants et d'essayer d'apporter des solutions à ces problèmes-là. Donc pour le moment, on a eu différents articles de blog qu'on poste sur notre site Internet. On a également des webinaires qu'on offre. On a des workshops comme celui d'aujourd'hui. Et sur nos profils, sur les réseaux sociaux, nous postons de temps en temps des informations importantes, des images, des vidéos de Reels, sur des conseils, comment avoir un vrai student, comment peut-être bien écrire son CV, comment faire son truc LinkedIn, et ainsi de suite. Vraiment, le but, c'est d'apporter des informations aux autres qui pourraient les aider en fait plus tard. OK. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous proposons ces workshops? Je fais cette introduction chaque fois que je fais un webinaire ou un workshop. Le but, vraiment, c'est d'essayer de rappeler aux gens quelle est la raison derrière tout ce qu'on fait. Parce que, premièrement, tout ça, c'est dans un but purement bénévolat, en fait. Donc, personne d'entre nous n'est payé pour ça. Donc, le but de moi, c'est d'apporter des connaissances pertinentes sur des sujets qui comptent. Donc, il y a de nombreux étudiants ou bien des personnes qui travaillent déjà, qui ont eu à traverser différentes situations lors de leurs études, par exemple, si on reste vraiment dans le cadre des élèves et des étudiants. Et ces personnes-là, en fait, peuvent transmettre ces informations-là ou bien donner des conseils. Bon, pour moi, par exemple, ça a été le cas avec l'un de mes grands dans la ville où je suis, qui a eu à nous donner des conseils, en fait, sur comment éviter certains problèmes. Il faut éviter de faire ceci, ne compose pas tel, avec tel professeur, compose plutôt le semestre prochain, fais ton planning comme ceci, comme ça, en fait. Donc, l'une de nos idéologies, c'était de regrouper plusieurs personnes avec ces connaissances-là et de mettre sur pied un système qui va faciliter, en fait, la transmission de ces connaissances. Donc, vraiment aider les jeunes étudiants, c'est le deuxième point. Et un dernier point, comme il dit tout à l'heure, c'est le bénévolat, donc faire quelque chose qui compte. Et à pouvoir aussi te dire qu'en fait, que les connaissances que tu as dans ta tête ont pu aider X nombre de personnes à traverser telle difficulté. Bon, c'est aussi gratifiant pour ta propre personne. Dans le table of content, la table des matières pour ce workshop d'aujourd'hui, premièrement, on va vraiment voir ce que c'est qu'un CV. S'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que c'est un CV. On va voir les erreurs les plus fréquentes commises. Et on aura une session live lors de laquelle on va créer un CV ensemble. Ensuite, on a la conclusion. Donc, le CV, en fait, c'est la vitrine du candidat qui recherche un emploi. Donc, il te permet de te faire connaître du recruteur et d'être sélectionné pour un entretien d'embauche. Donc, c'est la première chose, généralement, que le recruteur va voir. Et tu dois t'arranger à faire un CV qui impacte parce que les recruteurs ou bien les gens du Human Resources n'ont pas beaucoup de temps. Et peut-être ils ont 50, 100 personnes qui envoient leur CV pour une candidature. Imagine si tu as 10 candidatures ouvertes en même temps et tu as 100 par candidature. Tu n'as pas vraiment le temps de lire le CV de tout le monde. Donc, la personne qui conçoit son CV doit vraiment penser à différentes astuces pour faciliter la tâche au recruteur et également faire un CV propre, lisible, concis et professionnel. Donc, on va voir
tout au long de ce webinaire, en fait, des différentes erreurs que les gens font et on va partager différents tips, en fait, différents conseils pour essayer d'éviter ces erreurs, pour faire des contournements. Donc, quels sont les objectifs que vous devez avoir lors de ce workshop? Premièrement, découvrir ce que, découvrir ce que c'est qu'un CV, découvrir les erreurs fréquentes, comment éviter ces erreurs, et également voir les différents outils que vous pourrez utiliser, différents outils gratuits en ligne que vous pourrez utiliser pour faire votre CV. Et en dernier point, vraiment, voir partie pratiquer après. Parce que le but, c'est pas que vous veniez juste écouter ce que j'ai dit, parce que tout ce que je vais dire aujourd'hui, vous pouvez facilement le trouver sur Internet, sur YouTube. Donc, le but vraiment, c'est que vous puissiez avoir des informations. Vous notez vos questions tout au long de la présentation. À la fin, vous posez vos questions, essayez de répondre à vos questions. Et après également, que vous puissiez avoir pratiquer tout ce que vous aurez appris. Donc, lui, il y aura le replay sur notre chaîne YouTube et ça sera divisé en plusieurs chapitres et vous pourrez maintenant aller chapitre par chapitre pour réessayer à la maison, au calme, de refaire tout ce qu'on a fait tout au long de ce webinaire. OK, c'est quoi alors un CV? Un CV, en fait, c'est un document qui décrit les qualifications et expériences professionnelles d'une personne, une personne qui postule pour un emploi. Donc, il est utilisé vraiment pour postuler à des emplois, à des stages, des bourses d'études, et ainsi de suite. Même pour ceux qui vont écrire le Bachelorarbeit ou le Masterarbeit. Dans mon cas, par exemple, on m'avait demandé mon CV. J'envoie mon CV pour qu'ils puissent étudier s'ils vont me donner le poste ou pas. Donc, c'est important d'avoir un CV sous la main tout le temps. On va voir plus tard qu'il faudrait également, si possible, le faire en deux langues différentes, comme nous sommes ici en Allemagne, en allemand, mais également en anglais. Et ça te permet vraiment de te présenter pour différentes choses. Comme on a vu tout à l'heure, les postes, pour le travail, pour ta thèse, pour les bourses, pour les stages. Et généralement, le CV doit contenir ton nom, tes coordonnées, ton expérience professionnelle, les différentes formations que tu as eu à faire, tes compétences, tes centres d'intérêt, tes références, tes motivations. C'est beaucoup de points, mais on va voir plus tard qu'il faut vraiment, vraiment s'asseoir pour le rendre le CV le plus précis et concis possible. Bon, c'est une erreur. Une des erreurs qu'on va voir plus tard, c'est vraiment de surcharger son CV, avoir un CV de 3, 4 pages et qui ne raconte pas vraiment des choses pertinentes par rapport au poste pour lequel tu aspires, quoi. Donc, les erreurs. Première erreur, c'est de négliger la mise en page. Beaucoup de gens le font. Généralement, quand tu utilises Word ou bien oui, quand tu utilises Word, généralement, tu négliges beaucoup la mise en page. Tu vois, si tu as une page où tu utilises le Time News Roman, une autre page où tu utilises le Calibri, une autre page où tu utilises, je sais pas, le style News Roman, ainsi de suite, en fait. Vraiment, différentes polices pour différents paragraphes ou différents trucs, c'est pas bon. Tu vas voir les moments où tu vas mettre les grands titres en gras, police 36, une autre page, tu vas mettre les grands titres en gras, police 12, et ainsi de suite, en fait. Il n'y a pas une uniformité tout au long de ton document. Et ça prouve en fait que tu n'as pas vraiment pris la peine de travailler la chose. Donc, ton document doit tenir sur 1 à 2 pages maxi. Parce que comme on a dit, le recruteur n'a pas tout le temps du monde pour ton CV. Il doit avoir 2 couleurs maximum. Hormis la couleur noire pour l'écriture. Si tu veux mettre la couleur de, c'est pas, pour encadrer certaines zones, tu dois utiliser un jeu de couleurs de 2 maximum. Donc, ça va faire en tout 3 couleurs si on doit compter le noir. Ou, par exemple, sur l'image de gauche ici, on peut voir que la personne s'est calée sur une couleur pour un peu de coloriage, le blanc et le gris pour les cadres. Donc, en haut à gauche, on a sa photo de profil, on a certaines informations personnelles, on a son nom et vous voyez le cadre en gris qu'il a mis. Et vous voyez, respecter ça de partout. C'est-à-dire, s'il a commencé à dire que les titres de ses anciens postes, ils vont les underline, il va mettre les couleurs de noir en background, il le fait partout. Il respecte les couleurs, il respecte la police pour chacun des trucs. Et également le jeu de couleurs, donc il met le gris partout, il ne met pas le gris et il vient peut-être en bas mettre, je ne sais pas, le blanc, ou bien après il vient mettre le noir ou bien le marron, ainsi de suite. Non. Donc il a un jeu de couleurs prédéfini et il se calque sur ce jeu de couleurs-là pour les autres contenus. Donc, un dernier conseil, avoir des paragraphes bien espacés. Bon, parce que ça ne sert à rien de dire, OK, je veux avoir tout sur une page et tu colles tout de telle sorte que ça soit vraiment, vraiment pas
lisible, c'est pas bon. Généralement, quand ça arrive comme ça, le recruteur voit ton CV, ça donne automatiquement les mots de tête, il ne continue même plus à lire. Donc, ton CV doit être agréable à lire et doit vraiment être agréable aux yeux lorsqu'on regarde déjà sans avoir lu. On voit déjà, on sait que, OK, ça plaît. Et une autre erreur que les gens font, c'est de ne pas mettre de photos. Je sais pas pourquoi, généralement, les gens sont shy, sont un peu timides et certaines personnes ne veulent pas mettre leurs photos sur leur CV. C'est OK. C'est pas une obligation de mettre la photo de profil, mais c'est un plus. Pourquoi? Parce que lorsque tu mets ta photo dans ton CV, on a remarqué que tu as plus de chances d'être retenu. Ça permet notamment au recruteur de déjà voir à quoi tu ressembles, déjà avoir une certaine sympathie avec toi, une certaine familiarisation avec toi. Donc, ça permet de retenir plus l'attention du recruteur. Et il est vraiment extrêmement important d'utiliser des photos professionnelles. Je l'ai dit lors du webinaire de la semaine dernière pour le profil LinkedIn, mais pareil pour son CV. Si tu as la possibilité de dépenser 10-15 € pour prendre une photo professionnelle, ou bien si tu as un excellent iPhone ou un excellent Samsung, prends une photo, de préférence avec le fond, un fond noir ou bien un fond blanc habillé de façon professionnelle. Donc, tu vas pas t'habiller, par exemple, je sais pas, avec un t-shirt, avec les bagues sur toi et les boucles sur les oreilles, et ainsi de suite. Non. Tu t'habilles de façon professionnelle. Tu as une dernière veste là, une dernière chemise, tu mets. Et tu essaies vraiment de fixer l'objectif. Tu demandes à une connaissance de te filmer parce qu'il faut éviter les selfies. Dans les photos que tu vas prendre comme ceci maintenant, ça ne va pas. Pas du tout. Donc, fais une photo professionnelle qui a été prise par un photographe ou bien une de tes connaissances dans laquelle tu es bien habillé, tu as pris la peine d'être soigné, c'est peut-être arranger ta barbe, arranger tes cheveux, ainsi de suite. Et vraiment, qui va pouvoir ressortir une certaine empathie pour toi, en fait, vers le recruteur, pour qu'il puisse déjà se dire, OK, cette personne, si je la sens bien et j'aimerais, par exemple, l'inviter à une interview pour qu'on puisse se connaître plus approfondi, plus pour qu'on puisse plus se connaître et voir en fait si la personne, par exemple, peut correspondre au poste que je veux. Troisième erreur, c'est l'absence de titre. Généralement, c'est très oublié. Moi, c'est une erreur que je faisais avant. Et normalement, lorsque tu postules pour un job, il faudrait mettre le titre pour lequel tu veux travailler. Sur l'image qu'on a à gauche, j'ai essayé d'encadrer à quel niveau la personne a mis le titre. Par exemple, on a Jeanne, elle est UX designer, donc c'est son titre. C'est le titre du travail qu'elle fait, c'est le titre également du job pour lequel elle postule. C'est important de le mettre et généralement, c'est important également de le changer si à chaque fois tu postules pour différents types de travail. Parce que ça serait carrément bleu si, par exemple, tu postules pour être back-end developer et dans ton CV, on vient voir en haut UX designer. Généralement, ces erreurs comme ça, en fait, ça ne pardonne pas. Et bon, pour les étudiants, on peut encore laisser, mais pour les personnes qui sont dans le monde professionnel, généralement, on te met déjà de côté. Ça prouve que tu n'es pas vraiment bien organisé et tu ne prends pas la peine d'arranger tes documents avant de postuler. Donc, généralement, ça peut être compliqué de réfléchir à, je sais pas, un titre approprié lorsqu'on est encore étudiant ou bien lorsqu'on n'est pas spécialisé dans un domaine. Donc, dans ce cas, il faudrait mieux utiliser en fait le titre qui est directement proposé dans le Anzeige, c'est-à-dire dans le poste euh, de l'emploi pour lequel tu voudrais être embauché. Par exemple, on peut dire recherche d'un UX designer dans le cadre de projet tant, tant, tant. Alors, tu sais que le mot-clé là-bas, en fait, du titre, c'est UX designer. Du coup, tu viens, tu changes ton CV et tu mets UX designer au niveau du titre. Dans ce sens, c'est vraiment là le cas où vraiment, toi, tu n'as pas de spécialisation particulière. Donc, et le nom de ta formation, ou bien le nom de ta filière, c'est pas vraiment un titre. Donc, si tu fais peut-être Maschinenbau, euh, écrit Maschinenbau, bien Maschinenbau là-bas, ou bien informatique, c'est pas vraiment le nom de titre, c'est pas vraiment un titre. Quand tu es informaticien, c'est qu'il sur, il y a un domaine dans lequel tu fais. Software développeur, back-end développeur, front-end développeur, UX designer, DevOps, voilà des titres en fait. Donc, c'est généralement ce genre de choses qu'il faut donner et ça montre un peu le sérieux, ça montre en fait au recruteur que tu sais ce que tu veux faire, tu connais en fait de quoi il s'agit. Quatrième erreur, c'est mettre les expériences en ordre chronologique. C'est-à-dire, tu listes tes expériences de ta première expérience de travail à la dernière.
C'est une très, très grave erreur, en fait. C'est à ne même pas commettre, pas du tout. Parce que ça revient toujours dans l'optique où le recruteur n'a pas le temps. Et lui, il veut connaître, en fait, tes expériences de la plus proche à la plus ancienne, et non le contraire. Donc, tu dois mettre l'expérience la plus récente en haut et aller, en fait, crescendo, c'est-à-dire de la plus récente à la moins récente, et ainsi de suite. Généralement, si tu as 10 expériences, ça ne sert à rien de mettre tous les 10 en même temps. Tu choisis peut-être les trois dernières que tu vas mettre et également tu vas mettre les informations par rapport à celles-ci. Maintenant, lister les expériences au lieu de parler des résultats. Une autre erreur que les gens commettent beaucoup, moi également j'en fais partie, c'est le recruteur n'a pas vraiment besoin de savoir toutes les expériences que tu as fait. Bon, c'est important, c'est bien. Mais ce qu'il veut plus, en fait, c'est le résultat. C'est vraiment qu'est-ce que tu as pu accomplir lors de ce travail-là, en fait. Bon, par exemple, tu vas venir lui dire, OK, j'ai été développeur dans une entreprise tant, qui s'appelle tant. C'est bon, c'est beau. Mais ce que lui veut plus, c'est de savoir qu'est-ce que tu as fait dans cette entreprise. Qu'est-ce que tu achèves, en fait. Un exemple tout bête. Si tu mets plutôt, j'ai participé à la création de scripts automatisés qui ont permis à l'équipe de comptables de réduire de 20% le temps de saisie des factures. Non seulement tu as dit, OK, tu as fait la création de scripts, tu es software developer, tu as fait la création de scripts, tu as réduit de 20% le temps et tu as donné un chiffre, en fait, 20%. Vraiment, ne pas hésiter à donner des chiffres concrets. Même si parfois tu n'as pas ces chiffres-là en tête, essaye d'avoir une estimation et tu mets l'estimation, en fait. Donc, tu peux mettre à peu près 20%, à peu près 30%. C'est important dans la mesure où, quand il va voir ça, en fait, ça parle plus que de mettre développeur chez telle entreprise. Avec ça, il peut savoir que tu as eu à faire ça. Ça veut dire que tu maîtrises tel langage, bien tu maîtrises tel outil. Ça veut dire que, OK, par rapport au poste pour lequel tu postules, donc c'est un peu une tautologie, par rapport au poste pour lequel que tu vises, en fait, tu as telle compétence qui sont similaires et que tu as déjà eu à peut-être à approfondir dans tes expériences passées, tes expériences précédentes. Donc, important de donner les résultats obtenus et, si possible, les informations chiffrées. Maintenant, sixième erreur, faire un CV trop long et trop dense. Je pense que j'ai eu à parler de ça au début, mais faire un CV qui est trop long, parfois ça joue à ton défaveur dans la mesure où ça décourage carrément le recruteur de continuer à lire. Ou bien parfois, les informations importantes sont dispatchées un peu partout dans ton CV, c'est-à-dire, tu as peut-être un lot d'informations qui est important. Après, tu parles des choses qui n'intéressent pas vraiment le recruteur et tu mets encore un autre truc important et tout. Du coup, lui, il va lire peut-être la première page et s'arrêter là. Et à la première page, peut-être, tu as juste mis bien 10% des choses très importantes que lui voulait. Pourtant, les autres 90% sont toujours dans le CV, mais dans d'autres pages. Mais lui, il n'a pas le temps et la force de lire les autres pages là. Donc, tu dois vraiment t'asseoir et prendre la peine de clarifier qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important, de tamiser et de rendre les choses le plus précises possible, en fait, et le plus concises. Donc, il faut éviter de raconter trop de choses. Tout ce racontage-là, tu pourras le faire dans ton portfolio. On va avoir un workshop spécial pour ça. Parce que là, c'est plus comme un site internet personnel que tu as en ligne. Là-bas, tu peux mettre toutes les informations que tu veux, parler autant que tu veux, avec autant de texte, ça te regarde. Mais dans ton CV, peut être le plus efficace possible, le plus concis possible, et savoir que le recruteur a un temps limite qui passe devant ton CV. Donc, comment faire, ou bien quelles sont les stratégies à faire, de telle sorte qu'il puisse lire tout mon CV et qu'il puisse connaître à peu près toutes les qualités que j'ai et pour qu'il m'invite, par exemple, à une interview ou bien pour qu'il m'accepte pour le job. Donc, c'est à toi vraiment de simplifier la tâche au recruteur le plus possible pour qu'il puisse vraiment tomber directement là et en quelques secondes avoir toutes les informations dont il a besoin sur toi. Maintenant, faire une autre erreur, c'est faire des fautes sur le CV. Quand je parle de fautes, il y a faute d'orthographe, mais également faute de saisie. Par exemple, si tu fais des fautes d'orthographe ou bien que tu saisis mal une information, je prends un exemple banal ou bien qui arrive très couramment, ton numéro de téléphone. Lorsque tu vas créer ton CV, naturellement, il y aura une place où tu vas devoir mettre ton numéro de téléphone. Et ça peut arriver que tu oublies un chiffre, tu oublies un 7, ou bien à la place d'un 7, tu écris un 6. Donc, vraiment, il faut toujours prendre la peine de relire son CV et, si possible, également donner son CV à d'autres personnes pour qu'ils relisent. 3, 4, 5 personnes.
conseille de relire ton CV, qui te donne le feedback par rapport à ça, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui ne t'a pas plu en fait, qu'est-ce qui ne leur a pas plu. Mhm. Euh, ok, session suivante. Donc, dans cette page, j'ai essayé de lister quelques erreurs bon, communes, mais quand on va pas rentrer trop dans les détails. Mentir dans son CV, premièrement, je pense que 80% des personnes aujourd'hui mentent sur au moins une chose dans leur CV. C'est pas très condamnable, mais il faut éviter de mentir sur des choses qui sont, par exemple, très cruciales. Genre, si tu as travaillé, si tu n'as pas vraiment travaillé dans une entreprise, tu mens que tu as travaillé là-bas. C'est pas bon parce que dans la mesure où quand on va découvrir ça, on n'aura plus confiance en toi, on va dire que tu n'es pas une personne de confiance, on ne peut pas te prendre pour l'équipe. Ou alors, si tu as menti que tu as travaillé dans une entreprise pendant 2 ans alors que tu as fait juste 6 mois là-bas. Donc, généralement, si c'est que tu n'as pas vraiment envie, tu as envie de donner plus de points, tu n'as pas peut-être envie qu'on dise que tu as travaillé juste 6 mois dans une entreprise, ça serait juste un exemple. Il est peut-être conseillé de ne pas peut-être donner les dates exactes de début et de fin. Ce que tu peux faire, tu peux donner les années de début et les années de fin, par exemple. Tu dis peut-être 2022-2023. Bon, pour une personne qui n'a pas trop de détails, il va dire, ah, ça fait un an. Une autre personne, pourtant, peut-être que tu as commencé en décembre 2022, tu as fini en janvier 2023, par exemple. Donc, tu peux essayer de jouer sur ces choses comme ça, là, que de mentir ouvertement sur une donnée. Parce que ça, tu peux arriver à avoir la malchance qu'on te demande des justificatifs sur ces différentes informations que tu as données là. Tu as déjà avoir travaillé peut-être dans telle ou telle entreprise. On va te demander, est-ce que tu as un certificat de recommandation qu'on t'a donné à la fin du travail? Là, tu es coincé. C'est que c'était un mensonge, en fait. Une autre erreur, c'est d'avoir un CV trop générique. Généralement, ce que nous, les étudiants, on fait, on a un CV dans lequel on a essayé de mettre toutes les informations possibles et un peu générales sur nous. Et dès qu'on veut postuler, on prend à chaque fois le même CV, on postule pour le truc. Genre, peu importe le job pour lequel on veut postuler, on prend tout le même CV, on envoie, on prend le même CV, on envoie. Genre, on a un CV, en fait, passe-partout, quoi. Hum, pour les étudiants, on se pardonne encore, mais pour ceux qui travaillent, en fait, dans le monde professionnel, c'est une très mauvaise chose à faire dans la mesure où ton CV, en fait, doit refléter des informations sur toi par rapport au job pour le job que tu vises, en fait. Donc, si tu vises un job de développeur logiciel, tu dois mettre les informations sur toi par rapport à l'industrie du développement logiciel. Si tu vises un job comme, je sais pas, marketeur, pour le marketing, tu dois donner des informations sur toi par rapport à l'industrie du marketing. Donc, il peut avoir que, OK, tu as de l'expérience dans le développement logiciel, dans le marketing, dans le développement d'applications, dans le cloud computing, ainsi de suite. Et mettre, faire un CV avec toutes les informations sur ces différents secteurs-là, c'est bien. Comme il dit pour les étudiants, on pardonne encore, mais pour une personne, par exemple, qui est dans le monde professionnel, qui sait que on n'a pas assez de temps sur son CV, qui va avoir le plus de chances possible. C'est souvent plus conseillé d'avoir un CV axé sur le boulot pour lequel tu postules, en fait. Donc, dès que tu as le titre, tu changes le titre à chaque fois. On a vu ça précédemment. Également, les skills que tu as donné en bas, donner les skills par rapport au poste pour lequel tu aspires. Tu vas donner, par exemple, les expériences professionnelles toujours par rapport à ce poste-là et ainsi de suite. De toute façon, à ce que tu aies un CV vraiment qui part dans les mêmes centres d'intérêt que le recruteur. Naturellement, tu peux avoir peut-être une section où tu essaies de résumer de façon très rapide des autres expériences qui n'ont rien à voir, par exemple, avec le boulot et dans laquelle tu essaies de dire, OK, je connais aussi ça, 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 mais l'accent doit être mis plus par rapport à tes connaissances, tes expériences qui vont dans la même direction que le job pour lequel tu postules. Donc, comme il dit, pour les étudiants désireux d'obtenir l'EVEL Student, avoir un CV générique, ça peut être toléré. Généralement, tous les recruteurs savent qu'on fait ça. Et il faut juste avoir vraiment un CV le plus structuré possible, de structurer toutes ces informations génériques sur nous là, de façon à ce que ça ne perde pas le recruteur, ou bien de façon à ce que ton CV ne soit pas 4 pages, ou 5 pages, ou 6 pages, en fait. Donc, le prochain point, c'est la session live. Bon, durant la session live, on peut voir comment créer comment créer un CV, quelles sont les étapes, quels sont les logiciels qu'on peut utiliser. Et
Ouais, on va le faire ensemble. Donc, avant qu'on ne commence, je voudrais d'abord savoir s'il y a déjà des questions par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'ici. OK, il y a une question dans le chat. Vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je vais répondre au fur et à mesure. Donc, merci pour toutes les informations. Je voudrais savoir quelles sont les différences entre le CV et la lettre de motivation. J'ai souvent l'impression que les mêmes infos sont demandées Moi, sur je les n'ai deux pas compris documents. votre question. Peut-être que c'est pas- OK, la différence entre le CV et la lettre de motivation. Ton CV, bon, premièrement, les deux mots disent CV, c'est curriculum vitae, et lettre de motivation, c'est comme le nom dit la lettre. Dans le CV, on aura par exemple toutes ces structures qu'on a fait, bien qu'on va voir tout à l'heure. Tu as ta photo que tu mets, ton titre, tu vas mettre quelques détails sur toi, où est-ce que tu habites, l'année de naissance, mettre un peu une description de ta personne, donner tes skills, qu'est-ce que tu maîtrises tel logiciel, tel logiciel, tel logiciel. Après, donner maintenant également peut-être ton parcours académique, ton parcours peut-être dans l'entreprise, dans le secteur entrepreneurial, par exemple, ou professionnel. Dans la lettre de motivation, c'est plus pour motiver le recruteur à t'embaucher. Naturellement, dans la lettre de motivation, tu vas mettre quelques informations qui se retrouvent déjà dans le CV, comme par exemple ton nom, ou bien par exemple un peu citer quelques outils que tu maîtrises qui vont en relation avec le job pour lequel tu postules. Mais la lettre de motivation est vraiment plus structurée comme une lettre. Il y aura ton introduction, la salutation, tu auras le corps, comme on dit, on disait à l'école, le corps du devoir, où tu vas essayer de donner les informations pour convaincre le recruteur. Ensuite, tu auras ta conclusion dans laquelle tu essaies peut-être de dire au recruteur que ok, tu es ouvert peut-être à ce qu'on t'appelle n'importe quelle heure, ou bien qu'on te contacte par mail, et ainsi de suite. Donc, le CVA vraiment respecte plus de structuration et voit le plus comme un document avec différentes sections et différentes choses qui ne peuvent pas se retrouver dans une lettre. Peut-être on va voir que dans les CV, tu peux mettre des images, tu peux mettre peut-être des sections en couleur, comme on a vu tout à l'heure, avec des sections en gris et ainsi de suite. Avoir un jeu de couleurs. Pourtant, la lettre de motivation, vraiment, c'est une lettre avec en tête, introduction, code du devoir et conclusion. Donc, pour ton CV, tu n'as pas vraiment d'introduction, tu n'as pas vraiment de conclusion, en fait. OK. Et ça va, est-ce qu'il y a une autre question? D'accord, je suppose que non. Donc, on passe alors à la session live. Donc, premièrement, le premier outil qu'on va utiliser pour créer notre CV, c'est resume.io. En fait, c'est une plateforme qui te permet de créer des CV de façon dynamique. Tu remplis juste un formulaire et ça te génère ton CV. Et ça te permet également d'éviter des erreurs et d'éviter de commettre les erreurs qu'on a vues lors de la présentation. Donc, il y a directement le formulaire et à chaque fois, ils analysent ta réponse et ils peuvent te dire quelles sont les informations que tu as évitées, que tu as oublié de donner, par exemple, ou bien à combien de pourcents est-ce que ton CV est complet et ça te propose en fait des améliorations au fur et à mesure. Et automatiquement, tu peux également générer ton CV à la fin en ciblant différents templates, en fait. Donc, très rapidement, je vais me connecter à mon compte. Donc, on voit que je suis dans la version gratuite actuellement. Il y a une version premium. Dans, dans la version gratuite, tu peux juste créer le CV, mais tu ne pourras pas le télécharger, par exemple. Tu pourras juste avoir un lien personnalisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le CV ici pour se rassurer de bien structurer notre CV et d'avoir toutes les informations. Et ensuite, on ira sur Canva. Et sur Canva, on va recréer notre CV et agencer toutes les informations comme il faut. Donc, premièrement, je vais mettre un New Resume. Donc, désolé, mon interface est en anglais. J'espère que ça va pas poser problème. OK. Là, maintenant, j'ai la page qu'il faut pour créer mon CV. Je peux donner un titre, je sais pas, CV. Et ça peut être la version en anglais que je suis en train de faire. Donc, j'ai choisi la langue que je vais utiliser pour ce CV-ci. Il m'a dit, étant donné que nous sommes en Allemagne, je conseille vraiment et vivement à tout le monde d'avoir une version de son CV en anglais et une autre version en allemand. Pour les entreprises qui sont directement allemandes ou bien
que la description du job, c'est en allemand. Vous pouvez postuler avec un CV en allemand. Vous avez encore certaines entreprises qui sont internationales, ou bien des entreprises américaines qui sont dans le pays, en Allemagne, mettent directement la description de leur job en anglais. Et parfois, en notice, ils te demandent de donner un CV en anglais avec une lettre de motivation en anglais, et ainsi de suite. OK. Là, on voit peut-être 14% profile completeness. Donc, actuellement, mon profil est complet à 14% par rapport d'après eux. Parce qu'ils ont directement ancré certaines informations par rapport à mon compte qui ne sont pas forcément très, très correctes. Et il y a 10% de profil summary. Donc, lorsque vous cliquez ici, il peut vous dire en fait que si tu ajoutes un profil summary, ça va augmenter les 10% ton pourcentage de complétion. Si tu ajoutes peut-être employment history, donc un historique d'emploi, ça va ajouter 7% et ainsi de suite. Donc, déjà, je peux voir si je peux changer la langue pour que ce soit plus smooth. Non. OK, on va donc continuer comme ça. Bon, déjà, Wanted Job Title, quel est le job que je veux? On va essayer de refaire un peu ce qu'on a vu tout à l'heure pour UX Designer. OK. Il y a déjà des titres qui sont préenregistrés, ça met directement UX Designer. Vous voyez, ça ajoute automatiquement ici. Déjà, il me dit, OK, cette page blanche ici, c'est bizarre, ça ne montre pas trop bien comment ça sera. Et j'aimerais pouvoir sélectionner un template. Automatiquement, il y a plusieurs templates qui sont là par défaut et qu'on peut sélectionner. Donc, et on peut changer de template à tout moment. Donc, ce n'est pas un problème. Automatiquement, tout ce que nous, on va faire, c'est de remplir un formulaire et eux, ils vont s'occuper de prendre les informations de notre formulaire et de les mettre directement par rapport dans le template qu'on aura choisi. Donc, tu as comme ça plusieurs templates. En bas, tu as des marques en fait PDF. Donc, ça veut dire en fait que ce sont les templates qui sont exportables uniquement en PDF. Et pour d'autres, tu vas voir DocX. Ça veut dire que ce sont les templates qui sont exportables non seulement en PDF, mais également en document Word. Bon, pour une personne, étant donné que c'est un service payant, pour une personne, moi, je vais vraiment conseiller de prendre ceux qui ont également DocX. Pourquoi? Pour que tu puisses télécharger, payer, par exemple, la version gratuite de cette semaine, je pense que c'est 2 euros quelque chose. Et lorsque tu finis de faire ton CV, tu télécharges automatiquement la version Word. Et la prochaine fois que tu vas vouloir update ou bien ajouter de nouvelles informations, tu pourras directement le faire depuis Word. Tu ne seras plus obligé de venir ici, en fait, pour payer encore, pouvoir travailler avec leur outil. D'autant la version PDF, c'est vraiment très compliqué de modifier un PDF lorsqu'il a déjà été généré, en fait. Donc, bon, moi, après, je vais refaire mon CV sur Canva. Donc, ça ne m'intéresse pas trop de savoir si ça s'exporte en PDF uniquement ou également en document Word. Je vais choisir, bon, prenons celui-ci, ou bien que celui-ci. Automatiquement, ça change. Je veux dire que ok, le vert n'est pas très bon pour moi. Je pense ça. Donc, encore une fois, c'est très égal pour moi dans la mesure où moi, je ne vais pas payer, je vais partir dans Canva plus tard. Pour une personne qui sera prête à payer, ça sera peut-être intéressant de regarder en fait tous les différents templates qui sont proposés. Là, il me demande d'uploader une photo. Comme mon webinaire est passé, je vais partir sur un site internet et qui a des photos gratuites d'utilisation. Et je vais chercher une photo intéressante. Par exemple, celle-ci fait assez professionnelle. Je la prends. OK. Voilà, je viens, je mets upload. Je recadre un peu pour que ça soit centré, comme ceci. Ah, c'est bon. OK. Mon nom, je m'appelle hum, John. First name. Last name, c'est Snow. L'email, supposons qu'on laisse ça, le téléphone. Je vais mettre un téléphone comme ceci. Plus 49 0000007. Country, je vais dire, OK, actuellement, je suis en Germany. Étant donné que je fais la version en anglais, je mets en anglais la city, je vais mettre Kaiserslautern. Donc, à chaque fois, vous voyez, ça ajoute automatiquement les informations
à droite. Et additional information, mon adresse, ainsi de suite. Bon, je vais mettre que j'habite au Stadtmitte, et pas forcément très vrai. Postal code, je vais mettre n'importe quoi. Driving license, bon, si tu en as, tu vas y mettre le point d'interrogation. C'est pas vraiment obligatoire de le mettre, mais pour certains boulots, on nécessite en fait que tu sois, que tu puisses être déplaçable. On va te demander même lors de l'interview, est-ce que tu es mobile? Est-ce que tu sais, tu as un permis de conduire pour qu'on puisse savoir, ok, est-ce qu'on peut t'envoyer de temps en temps en mission? Ou bien est-ce que, par exemple, le boulot pour lequel tu postules, c'est un boulot qui nécessite forcément une personne qui a un permis de conduire? Par exemple, si tu es coursier pour une entreprise. Donc, encore une fois, en fonction du boulot que pour lequel tu postules, tu vas voir si oui ou non tu es rempli ici. Et si tu estimes que, OK, moi, j'ai bien envie d'avoir un profil général, je suis étudiant, tu peux le remplir si tu as le permis de conduire. La nationalité, encore une fois, si tu veux mettre, tu mets, c'est pas obligé. Moi, je veux dire, je suis Camerounais, place of birth. Euh, je veux dire, Douala, date of birth, je vais mettre le 1er janvier, c'est pas 2023. Encore une fois, c'est un exemple juste. Vous voyez automatiquement, ça connaît où est-ce que ça va mettre les informations supplémentaires. Donc, ça ne met plus ça dans le box jaune en haut, ça met plutôt en bas. Pourquoi? Ce sont les informations auxiliaires qui ne sont pas obligatoires. Du coup, les informations qui sont dans le box jaune vont plus ressortir, en fait. Ces informations on voudrait que le recruteur, que ça frappe directement dans son œil. Donc, jusque-là, c'est bon pour moi. Maintenant, professional summary. Vous voyez, ici, il vous donne en fait une description de ce que vous devez mettre. Encore une fois, c'est en anglais. Bon, je peux essayer de traduire en français pour vous. Mhm. Donc, ça dit une phrase courte et énergétique pour intéresser le lecteur, donner vos rôles, l'expérience et surtout vos plus grandes, et vos meilleures qualités de compétences, ainsi de suite. Donc, par exemple, dès que tu cliques à l'intérieur, ça te propose des exemples de personnes, des exemples les plus populaires pour t'aider à écrire. Donc, c'est vraiment l'avantage avec cet outil-là, en fait. Tu as vraiment beaucoup de trucs qui essaient de te faciliter, te donnent des exemples, te donnent des conseils, te donnent à combien de pourcents ton truc est complété. Vous voyez, chez nous, là, on est déjà à 30%. Au fur et à mesure qu'on va compléter, ça va augmenter. On nous dit qu'est-ce qu'on a oublié de mettre, qu'est-ce qu'on n'a pas encore mis, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut changer, ainsi de suite. Donc là, je vais cliquer sur Private and Phrases. Vous voyez, Passionate and Experiences Custom Designer. Donc, il me donne des descriptions professionnelles en fonction du job que j'ai mis en haut ici, en fonction du titre. Donc, j'ai mis que sur UX Designer, il va me donner en fait des phrases populaires que les UX designers utilisent. Bon, dans mon cas, par exemple, je veux ceci, je veux ça, je veux ça, peut-être. Bon, j'ai pas forcément lu tout ce je clique là, c'est juste pour qu'on fasse un exemple ensemble. Ensuite, Employment History. On a vu lors de la présentation que nous devons donner nos historiques d'expérience de la plus récente à la plus ancienne. Ok, je vais dire que j'ai travaillé chez Zara. Bon titre, je vais dire designer chez Zara. Ça a commencé en février 2022 jusqu'en janvier 2023. Donc après les fêtes là, les gars m'ont qu'une chicken. Et City, je veux dire, ok, j'étais à Francfort. Et maintenant, la description, comme on a dit la dernière fois, donner des descriptions en fait qui donnent le résultat. Donc, on, I created a new brand collection. Hmm,
Donc, je peux dire, OK, j'ai créé une nouvelle collection qui a été vendue à plus de 200 000 exemplaires dans le monde. Donc, so I create a new brand collection which has been sold to over 2,000 testers worldwide. OK. Et je peux highlight maintenant peut-être les 200 000 en gras. Bon, à chaque fois que je remplis, il y a également cette analyse ici en bas. Par exemple, actuellement, je peux mettre maxi 200 caractères, j'en ai mis que 87. Et on me dit recruiter tips. Write more than 2,000 characters to increase interview chances. Donc, automatiquement, il te donne un peu des tips. Actuellement, je suis là, à la barre de complétion. Donc, il me propose en fait de remplir plus. Encore une fois, tout dépend de vous. Donc, tout dépend de ce que tu as dit là-bas et tout dépend de ton objectif à la fin. Tu vois, si on a un objectif de mettre tout sur une seule page, écrire 200 caractères comme il propose là, ça ne va pas passer. Bon, moi, il veut tout mettre sur une page. Donc, il voit déjà que mon profil que j'ai mis en haut, il est assez gros. Donc, je vais déjà le diminuer. Automatiquement, ça diminue. Another one payment. OK, moi, je vais juste mettre les deux derniers. Euh, donc, le récit commence en février 2022. Donc, j'ai été également l'employeur, je vais dire Microsoft. J'ai donc commencé en 2020, en juin 2020, et j'ai fini exactement en janvier 2022. Et en février 2022, j'ai commencé avec mon nouveau job. Donc, janvier 2022. C'était, je vais dire que OK, c'était à New York. Description, bon, ouais, automatiquement, ils vont chercher les phrases de graphiste. Je vais prendre la première description qui se propose. Encore une fois, vous voyez, la prestation n'est pas très bonne par rapport à leurs critères. Donc, ce n'est pas encore un problème pour moi. Moi, ça me va. Donc, si tu as encore une autre expérience que tu aimerais ajouter, tu peux cliquer sur le bouton, ça va ajouter la section. Moi, dans mon cas, je n'ai plus, donc je vais venir le chercher à supprimer. Donc, je viens ici. Je peux décider de réorganiser les choses comme ceci, en fait. Donc, si peut-être j'ai fait l'erreur, j'ai pas mis dans le bon ordre, je peux cliquer ici, je réorganise. Et ici, à droite, j'ai le bouton pour supprimer. Donc là, je supprime. Maintenant, côté éducation, première, en fait, encore une fois, ici, là, on n'a pas besoin de connaître dans quelle école primaire tu as eu à faire quand tu étais petit, à moins que tu étais dans une école tellement réputée pour les élitistes, en fait. Donc, ici, je vais mettre, encore une fois, comme pour le travail, une chronologie qui va du plus récent au plus ancien. Donc, par exemple, hmm, l'école, je vais mettre degree, master. J'ai fréquenté dans cette école, par exemple, de 2018 à octobre 2022. City, hmm, la description, bon, je n'ai pas particulièrement une description à mettre ici, donc je laisse vide. Another education, je vais mettre le pour mon bachelor. Euh, hmm, bon, à l'université de Mannheim, j'ai fait mon bachelor. Je pense que c'est la licence, mais bon.
Et étant donné que j'ai fait celui-ci de 2018 en 2022, je pense que le bachelor c'était bien avant, donc 2015 à 2018. Donc c'est important d'avoir des informations cohérentes en fait dans ton CV. Euh, la cité, c'est Mannheim. Description, pareil, j'ai pas forcément une description à mettre là-bas. Website and social links. Donc, c'est peut-être tu as ton site internet personnel, ton portfolio, tu peux l'ajouter. Encore une fois, comme je dit là du l'année précédent, le portfolio, en fait, c'est un site internet hum, qui est un peu comme ton CV, mais en plus détaillé, qui donne des informations sur ta personne. Par exemple, ça, c'est mon portfolio depuis longtemps. Il faudrait que j'update un peu cette page. Et il y a les informations sur moi. Donc, ça en allemand. Il y a mon nom, un peu de description. Et là, moi, je prends la peine de donner tout le texte que je veux, en fait, sur moi. Je prends la peine de carrément mettre ça sur toute une section et mettre des espaces comme je veux. Parce que là, maintenant, ce n'est plus un CV. La personne qui vient dans mon portfolio, ça veut dire que la personne, en fait, veut vraiment avoir plus d'informations sur moi, veut apprendre peut-être à me connaître, savoir ce que je fais, ainsi de suite. Et également, je mets les liens vers mon compte Twitter, Facebook, Instagram et GitHub. On a un résumé de mon expérience pour le travail. Comme je dis, c'est un truc qui est là depuis, donc j'ai pas, la dernière fois que je l'update, c'était en 2020. Euh, on voit toutes les expériences que j'ai faites depuis 2020, 2019, 2020, 2017, 2019 et ainsi de suite. Et oui, c'est un peu avec les animations et tout ça. Donc, seulement là la différence avec le CV. Parce que la puissance d'avoir un site internet, c'est que tu peux ajouter des animations, tu peux mettre des vidéos, tu peux mettre des liens, tu peux mettre plein de différents trucs qui peuvent t'aider en fait. Oui, avec ce système un peu interactif et tout ça. Bref, supposons que je vais mettre mon portfolio dans mon CV que je suis en train de créer. Je mets le lien. Ensuite, j'ai envie d'ajouter un autre, peut-être vers mon compte, peut-être, je sais pas, Instagram. Je vais mettre n'importe quoi. Disons que, OK, c'est bon pour moi là. J'ai plus d'autres comptes réseaux sociaux. Bien, les autres comptes, j'aimerais les garder un peu plus privés. Ensuite, on a les skills. Déjà, en fonction du travail que je veux, en fonction des différents jobs que j'ai dit que j'ai eu à faire, on va me proposer une liste de skills en fait qui va vraiment la même direction que les UX designers et les designers ou bien les graphistes. Donc, on a peut-être Figma. Je dis, OK, je maîtrise Figma. Je coche juste Sketch, Adobe X, ouais, Photoshop, je sais aussi faire. Je sais faire Illustrator. Mhm. Mhm. Je connais peut-être utiliser Photoshop. Et on n'est pas forcément obligé d'utiliser les suggestions-ci. Je peux également venir mettre ça directement manuellement moi-même. Genre, je dis, OK, j'ai eu l'expérience sur un logiciel, par exemple, qui n'est pas très connu, qui a peut-être été créé par notre entreprise, Designer Soft, et puis un nom comme ça, et je peux mettre mon degré d'expertise dessus. Là, je dis, OK, je suis comme ceci. Vous voyez, automatiquement, ça change. Les autres que j'ai ajoutés de façon automatique, ça met directement le plus grand degré dans expert. Donc, moi, je vais dire, OK, je ne suis pas très fort, très calé dessus. Je suis comme ceci là-bas. Figma, je suis un niveau moyen. Sketch, je suis vraiment débutant. Adobe X, OK, je suis professionnel. Illustrator, je suis expérimenté. Et ainsi de suite. Vous voyez, ça change automatiquement. Maintenant, c'est que tu estimes que ça prend trop de place et tu n'as pas forcément besoin d'avoir ce degré en fait de connaissance pour chacune de tes skills. Tu peux désactiver ici. Donc, c'est à toi de voir. Moi, par exemple, j'estime que quand tu laisses, ça rend peut-être un truc un peu plus attrayant, étant donné que c'est un graphique et ainsi de suite. Ok, maintenant, hobbies. Je peux ajouter les hobbies que j'ai. Bon, je sais pas trop. Je peux dire, ok, j'aime jouer les jeux vidéo et regarder des films.
So I like playing games and watch movies. Encore une fois, tu peux mettre encore beaucoup plus d'informations. Et un cas pas typique, en fait, des erreurs d'orthographe que j'ai eu à prononcer, à parler, c'est, par exemple, là, tu peux faire une erreur ou bien tu peux watch ou de mettre watching. Moi, ce que j'utilise pour m'aider, ce sont toutes ces extensions que je mets dans mon navigateur. Par exemple, tous ces linters là qui vont automatiquement scanner tous les textes que j'écris et me proposer en fait des améliorations ou bien des corrections. Là, au moins, ça permet de diminuer en fait le taux d'erreur que tu pourrais avoir dans ton CV. Donc, basiquement, OK. C'est ça, ils me disent que d'accord, notre CV est complet à 77%. Je clique sur le point d'interrogation, ils vont me proposer en fait d'autres améliorations. Ils me disent, OK, si j'ajoute encore d'autres références, ça va augmenter 7%. Si j'ajoute peut-être un autre employment history, ça va augmenter de 3%. Si j'ajoute des cours que je vais faire, par exemple, des formations sur, je sais pas, sur Udemy ou bien la formation Microsoft ou Amazon, ça augmente. Si j'ajoute les langues que je parle, ça augmente. Si j'ajoute des gamifications, ainsi de suite. Donc, je vais descendre loin à la fin. Donc, tout ce qui était déjà là, en fait, ce sont des sections par défaut. Et on a d'autres sections qu'on peut ajouter. Par exemple, pour la langue, je clique dessus, automatiquement, ça ajoute la section. Je dis que je parle French. Level, il y a native speaker, likely proficient, very good commander. OK, je suis native speaker. Je parle anglais. Mon niveau, je suis c'est bon, highlight. Et je parle à German. Oui, automatiquement, ça ajoute avec les appréciations en bas. Encore une fois, les bases, si c'est vraiment par rapport au template que j'ai à choisir, vous allez voir, plus tard, on va changer les templates et les informations vont s'afficher de façon différente. Déjà, la question qui est dans le chat, tu fais comment pour mettre l'extension DeepL? Et également, c'est dans le store de Google Chrome. Donc, si tu vas dans Add Extension, ça te redirige vers le store et tu tapes DeepL. Oui. Et c'est vrai que c'est très récent, mais DeepL a sorti une extension officielle. Donc, ce pas les extensions tiers faites par des personnes qui avaient avant. Donc, DeepL a sorti son extension de façon officielle et tu peux juste directement ajouter ça là. Automatiquement, quand tu es sur une page, tu sélectionnes un texte, tu as la possibilité de traduire le texte là en différentes langues avec l'extension du DeepL. Donc, il montre un peu les exemples, comment utiliser. Et ça s'intègre également de façon native avec les outils de Google, donc de la suite Google. Tu as du Google Doc, Google Slide et ainsi de suite. Donc, en revenant sur notre CV, donc, je vais dire maintenant les cours que j'ai eu à faire, par exemple, euh, j'ai fait un cours en marketing à l'institution, je vais dire peut-être que c'était Udemy. Et le cours, par exemple, c'était de février 2022 à novembre 2022. Et vous voyez, ça ajoute automatiquement en bas. Euh, Extracurriculum vitae. Généralement, dans cette section-ci, on met en fait les initiatives de bénévolat, par exemple. Donc, c'est dit, OK, je suis un mentor chez Associatif. J'ai commencé en décembre 2022 et je continue toujours jusqu'aujourd'hui. Donc, pour me dire en fait que je continue toujours jusqu'aujourd'hui, je ne sélectionne aucune des dates si je mets juste présent. La cité, naturellement, je vais mettre, je sais pas, une ville en Allemagne, par hasard, comme ça. Et la description, elle peut dire, OK, I help people with different tasks. Mhm.
Étant donné que je suis nul en orthographe, automatiquement mon extension, bien mes extensions qui sont greffées à mon browser vont me dire, OK, tu as fait une erreur ici. C'est plutôt Peoples, OK. Donc, là, on vient de faire un CV qui est à peu près potable. On peut dire, c'est vrai que j'ai fait en sorte que les informations soient minimales au plus possible pour que ça reste sur une page. Mais il y a encore d'autres sections à ajouter. Vous voyez, on a complété à 96%. Donc, si j'ai peut-être des références que je voudrais ajouter, je peux ajouter des références là. Si j'en ai pas, je peux supprimer tout simplement. Delete. Euh, ou bien s'il y a une section particulière que je veux mettre, mais qu'il n'y a pas, que ce n'est pas proposé ici, je peux mettre Custom Section. Non, ça n'a pas de titre, je peux mettre un titre à la section. Je vais dire par exemple Personal Project. Étant donné qu'il n'y a rien, ça ne met pas. Donc je vais ajouter un simple projet personnel. Je vais dire Cotton Founders of Associative. La cité, bon, je n'ai pas vraiment besoin de mettre une cité particulière, c'est un truc qui est en ligne. Et je vais mettre de juin 2022 à maintenant. Bon, là, ça ne se voit pas ici, mais en haut, vous avez le numéro de page. Donc, nous sommes maintenant sur la première page. Ici, je clique ici, ça me met vers la deuxième page. Donc, vous voyez que ça a directement mis notre information dans la deuxième page. On peut mettre une description là. OK. Donc, tout le vide qu'on a ici, c'est par rapport à notre template qu'on a eu à faire. Donc, si c'est que les informations qui étaient censées être ici sur la gauche étaient beaucoup, ça va continuer en fait dans la deuxième page, toujours ici à gauche. Donc, moi, il me dit, OK, le template, s'il ne me convient pas trop, j'aimerais le changer. Donc, je peux tester différents templates. Automatiquement, ça va générer avec les informations que j'ai ajoutées. Vous voyez, pour le template, si c'est des informations, c'est vraiment très compact et automatiquement, ce qui était sur deux pages peut tomber sur une page, jusqu'à y a encore un peu de place en bas. Je peux également switcher vers d'autres. Donc, c'est un peu vraiment ça l'avantage de cet outil, le fait de pouvoir switcher les thèmes, d'aller d'un template à l'autre, changer les couleurs et ainsi de suite sans avoir à trop se casser la tête en fait. Mais naturellement, tout ce qui est utile vient avec un prix. Et c'est ça qui est un peu dommage. Donc, ils proposent différents templates. Je pense que chaque fois, chaque mois, en fait, ils ajoutent de nouveaux templates dans leur catalogue et c'est à toi maintenant de voir qu'est-ce qui passe le mieux avec toi. Mais je vais pas vous mentir, il y a des templates qui sont un peu funny, comme celui-ci. Je ne trouve pas que ce soit professionnel. Donc, tu veux un truc assez pro, par exemple, celui-ci. Vous voyez, il y a la mention free ici, donc ça dit qu'on peut le télécharger. Donc, si je fais download PDF, automatiquement, ça a été téléchargé. Je peux l'ouvrir et le voilà. Je pense que c'est le seul template qui est gratuit. Maintenant, je vais diminuer la police. Et automatiquement, ça a ajouté toutes nos choses avec les informations, ça a organisé comme ça, comme ils estiment qu'il faudrait que ça organise avec. Vous voyez là, avant c'était les tirets, maintenant ce sont les cercles. C'est toujours en rapport avec le template, et ainsi de suite. Mais les images, les petits trucs derrière là, moi, ça ne me convainc pas. Je trouve pas ça très très bien. Du coup, je vais décider de prendre un autre template comme celui-ci. Là, c'est sobre. Et il tient sur deux pages. Donc, encore une fois, ça tout dépend vraiment de tes goûts. Bon, moi, je vais prendre un, je vais me caler dessus. Disons que je choisis celui-ci maintenant. Et c'est bon pour moi. Je pars sur Editor. Et si j'ai des choses à ajouter, des choses à changer, je peux les changer ici. Donc, déjà, ça, c'est fait. Et si j'essaie de télécharger celui-ci, on va me dire en fait que c'est pas possible, qu'il faudrait payer. Euh, le most populaire, vous voyez, 2,95 €, tu as 7 jours d'essai. Ce que moi, j'avais fait lorsque j'ai créé mon CV, c'est que j'avais pris ces 7 jours d'essai et
Après, dès que j'ai fini, avant que les 7 jours ne soient terminés, j'ai envoyé en fait que je veux plus. Genre, je me suis désabonné en fait. Donc, c'est une technique que tu peux faire, surtout peut-être que si tu as envie de faire tes CV dans différents formats et que tu n'as pas forcément envie de passer par d'autres logiciels comme Canva, ou bien comme Word, ou bien comme LaTeX. Tu peux dire, OK, 1,95 €, c'est pas trop cher payé pour moi, je paye. Tu payes et après 2, 3 jours, même directement le premier jour même, tu te désabonnes. Mais l'avantage, quand même, c'est que tu as tes 7 jours. Tu sais au moins qu'en 7 jours, tu peux faire ton CV dans différents formats et tu cibles peut-être les templates qui sont exportables sur Word. Donc, tu fais tes trucs en 3 jours, tu télécharges les documents Word et tu sais, OK, c'est dans ton disque dur. Prochainement, quand tu vas vouloir éditer, tu vas partir, tu vas ouvrir dans Word et tu vas continuer à faire l'édition que de venir payer à chaque fois ici. Alors, pour ceux qui ne veulent pas payer, là, c'est là que Canva intervient. J'ai déjà eu à présenter Canva lors du webinaire dernier. Canva, en fait, c'est un outil qui permet de créer, en fait, des visuels. C'est-à-dire créer les flyers, créer les logos, créer, je sais pas, les lettres, essayer de faire peut-être les templates pour les sites Internet. Vraiment, tout ce qui est visuel, tu peux le faire avec Canva. Et ce qui va nous intéresser, vous pouvez voir, par exemple, tous les visuels qu'on fait pour l'association Infosative sont faits ici. Les visuels qui sont déjà postés, d'autres qui ne sont même pas encore postés, que je ne devrais pas vous montrer normalement. Et c'est assez simple à utiliser. Par exemple, là, nous, on veut faire un CV. Je tape CV. Automatiquement, ça me propose, est-ce que je veux faire un CV minimaliste, CV normal, ou je veux juste une simple recherche de CV. Donc, commençons par la recherche normale. Donc, je vais pas prendre un de leurs résultats. Je vais juste taper CV et taper Entrée. Automatiquement, ils vont me rediriger vers la catégorie CV. Et il y a un tas de CV qui sont déjà disponibles. Certains sont payants. Donc, on va envoyer la payant, arrobas, payant. Et d'autres sont gratuits. Naturellement, il y a la possibilité de filtrer. Donc, sur la barre à gauche, si je scrolle vers le bas, il y a gratuit et il y a pro. Donc, si je clique sur gratuit, voilà tous les CV qui sont gratuits d'utilisation. Mais ils sont divers. Ici, en haut, maintenant, il y a des CV peut-être pour professionnels, CV modernes, CV simple pour les infographes, les entreprises créatives et ainsi de suite, académiques. Vraiment, une autre façon de trouver en fait les CV là, c'est de venir dans modèle et je vais dire ici dans CV. Ouais, à peu près, ça te renvoie presque vers la même page, mais c'est vraiment la page faite pour les CV ici. Et tu peux décider de créer un CV vierge. On va faire ça tout à l'heure. Donc, notre étape dans Canva, on va essayer de voir comment utiliser un CV, un template, pardon. Et plus tard, on va voir comment créer vraiment son CV dans Canva de A à Z sans utiliser le template. Donc, moi, je vais un CV pour étudiant, par exemple. Je tape CV étudiant. Ouais, automatiquement, ça va chercher des CV d'exemple, des exemples de CV pour étudiants. Je veux ce qui est gratuit parce que je n'ai pas l'argent. Donc, je clique sur gratuit. Pour aussi faire filtrer en fonction des couleurs que je veux. Je veux un CV peut-être qui a la couleur orange dessus. Naturellement, tu pourras changer les couleurs plus tard. Mais moi, euh, j'ai envie de directement d'avoir des trucs qui sont orange parce que j'aime l'orange. J'ai pas envie de me mettre encore à réfléchir sur comment agencer les couleurs plus tard. Hmm. Du coup, il y a différents CV. Le CV-ci, ça paraît bien, mais la photo que la fille ici a là, ça prend trop d'espace. Donc, disons qu'on va essayer de chercher un CV qui ressemble à ce qu'on a fait sur resume.io. Donc, comme ceci. Donc, déjà, je vais retirer mon filtre de couleur que j'ai mis. Donc, je clique encore sur cette couleur-là et je me mets à fouiller en fait. Je peux parcourir, je parcours, je parcours. Hmm. Je me dis, celui-ci ressemble un peu à ce qu'on a fait avec resume.io, sauf que c'est à gauche. Je choisis. Et là, il me dit, OK, est-ce que tu veux personnaliser ce modèle? Il dit oui, je veux personnaliser le modèle. So, donc j'ai mon CV. Vous voyez qu'à chaque moment, je peux décider de changer. Si peut-être que ça me plaît plus, je clique sur un autre. Automatiquement, ça va appliquer l'autre là. Mais ça ne va pas appliquer comme Resume.io en conservant les textes et tout. Non, ça va appliquer en changeant carrément tout et en remettant les informations par défaut qui sont là. Donc,
Parfois, quand tu ajoutes, ça peut te demander, est-ce que tu veux ajouter comme nouvelle page ou bien tu veux remplacer? Bon, je vais remplacer. Si c'est que j'ai envie de faire un CV, je ne suis pas trop sûr, peut-être il y a plusieurs templates qui me plaisent. Genre, celui-ci me plaît, je mets, et également, le modèle si également me plaît, je mets ajouter une nouvelle page. Donc, je peux éditer les deux CV en même temps. À la fin, celui qui me plaît, je décide de le télécharger. Alors, quand l'image est mise comme ça, parce que les images qui ne sont pas libres de droit, donc on va changer ça plus tard. Et je peux fouiller encore et dire, ah, celui-ci également, ça me plaît. Mhm. Bon, je n'ai pas trop de temps pour dire que je vais faire trois. Je peux décider de supprimer celui-ci. Donc, à chaque fois, ici en haut, tu as les boutons pour ajouter un duplicateur dans une copie, supprimer. Donc, ouais, des CV qui estiment que ok, les templates me plaisent. Et là, maintenant, c'est l'heure de retravailler en fait ça. Bon, déjà, l'image, il faut changer d'image. Dans Canva, tu as la possibilité d'upload ton image. Donc, je vais upload mon image ici. Une fois que mon image a été uploadée, je peux décider de la tirer, de la mettre là. Pareil pour ici en bas, je fais comme ceci. Je trouve que là, c'est pas très centré. Donc, je peux double-cliquer et je centre mieux l'image comme ça. Là, c'est bon pour moi. Pareil ici, je peux double-cliquer et je centre un peu plus parce qu'il y a envie qu'on voit toutes mes épaules et c'est bon. OK. Là maintenant, je peux mettre mon nom, mon titre, ainsi de suite. Euh, une bonne pratique, par exemple, serait de juxtaposer deux trucs. Donc là, je vais aller en mode preview. Ah, donc, je mets mon browser et je cache ceci. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai à droite ce que j'ai eu à faire dans resume.io et à gauche ce que je suis en train de vouloir faire dans Canva. Donc, resume.io, en fait, à ce moment-ci, il ne m'a pas servi en fait pour générer un template pour le télécharger, mais il m'a servi juste à structurer mon CV pour ne pas oublier certaines informations et pour peut-être voir dans quel ordre il faudrait mettre certaines sections en fait, de façon professionnelle. Parce que ceux qui sont derrière Resume.io engagent des professionnels pour faire tous les templates. Donc, j'estime que ces gens-là ont déjà réfléchi à ma place. Ils savent comment agencer des choses. Donc, imaginez un exemple avec mes données que j'ai eu à mettre. Ensuite, j'essaie juste de reprendre l'exemple et de le refléter dans Canva. J'ai vraiment cherché à prendre deux templates différents pour qu'on puisse voir en fait que tu n'as pas forcément besoin de recréer exactement le modèle que tu as fait dans Resume.io avec Canva. Donc, tu peux décider de changer à tout moment, encore une fois, et supposons que, OK, moi, je veux un template qui va vraiment être comme celui-ci, ou bien le plus proche possible. Je fouille, je fouille, je fouille. Bon, il n'y a pas, c'est pas grave. On peut dire, OK, je vais juste essayer de recréer ça moi-même à la main. Donc, commençons par le premier. Mon nom, c'est John. Donc, clic, John Snow. Donc là, par exemple, mon clavier en miniature, mais d'après le template dans Canva, le nom doit être mis en majuscule ici. Donc, ça met automatiquement en majuscule. Donc, si vous voulez changer, vous pouvez cliquer, sélectionner et décider de changer en utilisant toutes les trucs que Canva propose. Donc, moi, je vais me tenir à ce que le Forlag dit déjà, en fait, ce que le template dit déjà. Le titre, très important, UX Designer. Moi, je voudrais que UX Designer tienne sur une ligne. Sauf que je me rends compte que je ne peux pas modifier la largeur du truc. Pourquoi? Parce que le nom, UX Designer et toutes ces informations, ce sont des informations groupées. L'avantage des informations groupées, c'est que tu peux les déplacer en même temps. Mais l'inconvénient, c'est justement, tu ne peux pas modifier, tu ne peux pas modifier leur taille. Donc, généralement, quand tu as une information groupée, tu peux décider de sélectionner et de dégrouper. Là, maintenant, chacun sera indépendant des autres et peut venir dire, OK, UX Designer, je te remets comme ceci.
la barre, si je la remets, je la tire vers là. Donc là, je suis en train d'utiliser le clavier. Et ceci, je peux les sélectionner ensemble et je les fais monter également. Et ensuite, quand j'ai fini, je les resélectionne tout et je décide de grouper à nouveau. Bon, vraiment, ne pas hésiter en fait d'essayer de voir toutes les options qu'il y a dans Canva. Et bon, au fur et à mesure, ça va venir en fait. Donc, pour un début, c'est un peu compliqué pour vous. Si une personne n'a jamais eu d'avoir d'expérience dans Canva. Mais c'est assez intuitif. Donc, au fur et à mesure que vous allez faire, ça va venir. Et vous allez rendre compte que ça facilite vraiment, vraiment la tâche. Voilà, ici, je suis Jon Snow, UX designer. À propos de moi, c'est exactement ce qu'on a mis dans le profil. Donc, je viens ici, je cherche à copier ça. Bon, je repars dans mon éditeur. Au final, ça marche. Je copie et je colle. Automatiquement, Canva va mettre dans le bon format pour moi. Maintenant, expérience professionnelle. Bon, là, le template est en français parce que mon compte Canva est en français également. Je peux changer, je mets en anglais si je veux, mais vraiment, c'est pas ça le but. Donc, le but juste, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez prendre les informations d'un côté et les envoyer vers l'autre. Ici, j'ai dit que j'ai travaillé chez Zara comme designer, donc, étiquette designer, l'employeur Zara, une petite description de ce que j'ai fait là-bas, je copie. OK. Là, ils n'ont pas pris en compte le gras que j'avais mis. Donc, étant donné que là, c'est un peu très petit en bas, il y a le zoom, donc je peux décider d'agrandir le truc. Et je me dis, d'accord, les 200 000 tests-ci doivent être en gras. Donc, je sélectionne ça, un peu comme dans Microsoft Word. Il y a le bouton gras ici en haut, je le mets en gras. Je peux décider de mettre en italique si je veux, je peux décider de mettre en souligné, je peux décider de changer la couleur. C'est comme je veux, quoi. Donc, là, c'est bon pour moi. Je peux décider de dézoomer si je veux. Donc, je vais mettre ça en jaune comme ceci. Et, yep, on est un peu là. Là, je dézoome un peu. On va un peu commencer. Donc, voilà un peu comment ça. Donc, I create new brands collection which have been put 200 000 tests worldwide. Maintenant, on passe au prochain boulot. Hum, J'étais graphiste chez Microsoft. Mhm. Une petite description. So, remarquez bien le template qu'on a pris dans Canva n'a pas de place en fait pour mettre le start et le end date. Donc, je peux ici décider d'ajouter ça. Donc, après Zara, je peux dire que je mets un deux points chez moi. Il y aura Yon, le Yon 2020 en janvier 2022. Donc, sentez-vous libre en fait de modifier le template à votre guise et de pouvoir le mettre en fonction de ce que vous voulez ou bien des informations que vous voulez transmettre. La personne qui a créé le template lui a estimé que ok, c'est pas important de mettre la date à laquelle tu as commencé, la date à laquelle tu as terminé. Pour toi, peut-être toi c'est important, mais son template te plaît bien. Donc tu as la possibilité également de modifier son template, de réagencer, peut-être contact, tu dis que non, pour toi, contact ne doit pas être ici à gauche, ça doit être directement dans la page principale. Tu sélectionnes contact. Tu sélectionnes tout le truc et tu tires, tu mets ça là où tu estimes que c'est important de mettre en fait. Bon, je vais pas formation, c'est pareil, c'est les formations professionnelles qu'on a eu à faire ici en bas. Bon, ce qui va se passer, c'est que chaque fois, pour chaque élément que tu auras ici à droite, tu vas essayer de remettre l'équivalent à gauche. Tu peux prendre un peu de temps pour le faire, mais ce qui est bien, c'est que c'est pas très compliqué. Dans la mesure où, si peut-être la page ici ne suffit pas, je vais mettre dupliquer, ça va refaire un duplicateur. Je supprime ceci, je supprime. Et comme on a vu la dernière fois, c'est que sur une deuxième page que je vais créer, je dis que ça peut partir, ça peut partir.
Et également peut partir, ça peut partir, ça peut partir, ça peut partir, et ça peut partir. Donc là, maintenant, j'ai une deuxième page. Je vais enlever tous ces gens-ci. J'ai une deuxième page vierge. Donc, je peux juste te dire, OK, la section information ici n'était pas suffisante. J'ai envie de mettre une autre section. Et là, je l'ajoute. Donc, vraiment, le principe, c'est juste de faire le glisser, déposer, glisser, déposer, glisser, déposer. Bon, avec ça, en 1 heure, tu as créé ton CV. Vous voyez, avec Canva, tu as vraiment plus de CV, en fait, comparé à Resume.io. Les CV, en fait, différents et à peu près bien. Donc, même si tu vas vouloir changer de template plus tard, tu cherches juste un nouveau template. Supposons celui-ci. Et tu l'ajoutes juste. Donc, je peux dire, OK, je vais encore mettre un autre fois là, le template, c'est pas très, très sûr. Donc, tu dupliques, tu choisis un autre. Donc là, ça met tous les templates que j'ai essayé de choisir et tu essaies de modifier au fur et à mesure avec les informations que tu as. Donc, parfois, quand tu as déjà ton CV que tu as déjà eu à faire, tu n'es plus obligé de passer par l'étape resume.io. Donc, si tu as ton CV PDF que tu as eu à faire à Word avant, avec Word avant, et tu aimerais passer sur Canva parce que tu estimes, OK, sur Canva, c'est plus facile de bien designer les choses, de bien agencer les choses. Word, parfois, tu écris, c'est compliqué. Canva, c'est plus graphique. Tu mets ton CV, ton PDF sur une page, bien sûr, un de tes écrans à la maison, et tu essaies juste de refaire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire la recopie d'informations et le repositionnement des choses. Avec ça, en maxi 1 heure, tu as fait ton CV très professionnel, très beau, qui suit un template, parce qu'il y a déjà, par exemple, un designer qui a pris la peine de réfléchir à cet agencement et template, de dire, OK, le vert ci, ça passe bien avec le jaune ci et le blanc, par exemple. Et c'est que, OK, là, c'est professionnel. Donc, toi, tu t'épargnes la tâche vraiment de réfléchir encore quelle couleur tu dois utiliser pour ton truc, quelle police d'écriture tu dois mettre à l'intérieur et tout ça. Automatiquement, la personne qui a créé le template a déjà mis la police d'écriture, tu vois. Ici, il a choisi Archivo Black. Une autre personne sur un autre template aura choisi Monstera-like, ainsi de suite. Parce que la personne a déjà fait des études pour ça. Et il estime que par rapport à la façon dont il a agencé les choses, c'est la police là qui passe. Bon, toi, tu dis qui suis-je en fait pour pouvoir remettre en question ça. Donc, automatiquement, tu viens, tu utilises juste, tu remets tes informations. OK, lorsque tu as fini de mettre les informations en question, il y a le bouton partager loin ici en haut. Donc, déjà, je vais fermer resume.io. Ça ne nous intéresse plus. Et quand tu cliques sur partager, il y a télécharger. Et dans télécharger, tu peux choisir quelle page tu veux télécharger. Donc, moi, par exemple, j'ai fait mon portfolio sur les 2 premières pages, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Je vais mettre terminé. Et ensuite, je peux choisir dans quel format je veux télécharger. Est-ce que je veux télécharger en images, donc 2 images pour les 2 différentes pages? Si oui, il y a les images en PDF, en JPEG, les images en PNG. Ou non, c'est le PDF qui nous intéresse et c'est même suggéré par Canva. Et tu peux également télécharger en vidéo, soit juste te faire une vidéo un peu comme un Reels où on va voir par exemple tes 2 images, c'est pas peut-être 1 seconde pour chacune des images, par exemple. Donc moi, c'est PDF qui m'intéresse. Les autres options, vous pouvez essayer de lire, aplatir le PDF si par exemple tu veux imprimer ça plus tard, ainsi de suite. Moi, je ne vais pas imprimer, je vais partager par mail. Tu cliques sur télécharger, automatiquement, quand on va en train de procéder à ça. Bon, ça, ce sont les offres publicitaires qu'ils proposent. Si par exemple, tu voudrais qu'on imprime ça dans un carton dur pour t'envoyer ça chez toi, ainsi de suite, tu vas peut-être payer une petite somme. Moi, ça ne m'intéresse pas, je mets fermé. Et si je regarde mon truc a bien été fait, je vais dézoomer, je vais mettre à 100%. Ouais, voilà mon CV que j'ai eu à faire avec Canva. Voilà celui qui avait été fait avec Resume.io, la version gratuite. Tu vois, essayer de Canva, vraiment, on a l'impression que tu as vraiment payé un designer pour qu'il fasse ton CV. C'est vraiment plaisir. Les couleurs sont bien agencées, l'image est bien mise dans un coin. Quand tu as une bonne image professionnelle encore, ça ressort encore plus, ça met plus en valeur ton CV. Tu vois, ce CV s'y fera plus comparé à celui-ci.
où tout est blanc, on a l'impression, on a une sensation de vide en fait à l'intérieur du CV. Les images derrière ne sont pas forcément bien, ta photo est tellement petite. Pourtant ici, tu vois, on a une très grande photo, un homme noir avec des couleurs un peu africaines, le jaune, le vert et ainsi de suite. Donc, moi, j'estime que utiliser Canva vraiment, c'est le best. Comme, naturellement, utiliser Word, ça passe aussi. Utiliser Resume.io, utiliser, je sais pas, Crolatex, c'est également bien. Mais pour ma part, personnellement, Canva me suffit. Et avec Canva, il sait que, OK, à n'importe quel moment, il peut décider de changer de template et il va juste suffire que je recopie mes informations, copier-coller, 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 copier-coller. Et 30 minutes, 1 heure, j'ai un nouveau CV. Et l'avantage de Canva, c'est que tu peux venir, posant que je ferme cette page. Et 1 an, 2 ans, 3 ans passent, j'ai envie d'actualiser mon CV. Je repars dans Canva, dans mon compte Canva. Et il y a la liste, en fait, de mes projets que j'ai eu à faire. Donc, je vais juste partir dans mon projet et je vais fouiller, en fait, quels sont les différents trucs que j'ai eu à faire qui sont en rapport, par exemple, avec les CV, et ainsi de suite. Mhm. Bon, peut-être l'erreur que j'avais fait, je sais pas, j'ai pas mis de nom à mon projet. Hum, ok, le voici. Donc, pour éviter peut-être de le perdre plus tard, je peux venir ici en haut, je mets CV John Snow. Automatiquement, ça va sauvegarder. Donc, si je pas à l'accueil, vous voyez ici en bas, automatiquement, dans ma page d'accueil, il y a directement mon CV avec les différentes pages que j'avais. Donc, ça va prendre un peu de temps, mais plus tard, quand vous allez revenir, quand on va avoir mis CV John Snow ici. Donc, demain, quand il va vouloir faire, il vient juste à la barre de recherche, il recherche, il tape directement le nom que j'avais mis. Et même si après 2 ans, 3 ans, 5 ans, je vais retrouver mon CV, je vais revenir à l'intérieur et je vais continuer où je m'étais arrêté. Donc, c'est peut-être que je vais garder le même template et je vais juste ajouter un autre travail que j'ai eu à faire. Et étant donné que je vais ajouter le travail là, la section C va devoir descendre. Donc, déjà, je vais sélectionner ça comme ceci. Je vais faire descendre. Je vais sélectionner ceci. Je vais enlever ça de là-bas. Je vais mettre ça là. Et je peux maintenant venir là et dire que j'ajoute alors une nouvelle session de travail. Là, je ne peux rien ajouter. Je ne peux pas copier les anciennes parce que c'est groupé. Comme on a vu la dernière fois, on n'a qu'à venir cliquer sur dégrouper. Je découpe tout et je copie ceci et je duplique. Une fois dupliqué, je tire vers le bas et hop, j'ai un nouveau travail que j'ai mis là. Maintenant, il peut dire, OK, j'ai été développeur, par exemple, chez, disons maintenant, Amazon. Et j'ai fait tant. C'est tout ce que tu veux faire. Donc, c'est un peu comme ça que l'édition se passe. Donc, si plus tard, tu as envie d'ajouter d'autres sections. L'avantage avec ce que tout est drag and drop. Donc, tu sélectionnes juste, tu tires, tu mets là où tu veux. Tu sélectionnes, tu tires, tu mets là où tu veux. Tu as déjà les outils prédéfinis pour mettre les choses. Les différentes barres, les rectangles et tout ça, tu as directement les outils pour les ajouter en haut. Donc, si je clique ici, j'ai envie d'ajouter une nouvelle barre. Il y a éléments. Quand tu pars dans éléments, il y a les rectangles, il y a les lignes, il y a les flèches, il y a les images, il y a les emojis, il y a un tas de trucs en fait. Canva, c'est bon, c'est vraiment vaste. En disant que j'ai envie d'ajouter une nouvelle barre, je clique juste dessus, ça ajoute la barre et je peux éditer comme je veux en fait. Donc là, la couleur ne me plaît pas, je clique dessus, je dis que je veux la même couleur qui est ici. Étant donné que j'ai utilisé un template, Canva connaît automatiquement quelles sont les différentes couleurs que j'ai utilisées dans mon document. Et le jaune en question, le voici ici. Donc, je clique là et clique sur le jaune. Automatiquement, ça a changé. Je peux décider de le réduire comme ceci pour avoir à peu près la même barre qui est ici en haut. Ou alors, tu peux juste faire du copier-coller comme tu veux. Mais le but était de vous montrer en fait les différents éléments de Canva et les éléments sont déjà classés. Donc, que ce soit les éléments audio, les éléments graphiques comme les graphes, les charts, même les cadres.
C'est vrai que ça n'entre pas forcément dans le cadre de notre formation aujourd'hui, mais supposons que j'ai pas envie d'une image carrée comme celle-ci, je veux plutôt une image avec les bouts arrondis ou bien une image ronde. Je clique juste je dis juste ce truc, image carrée, je peux la mettre un peu de côté pour le moment, juste pour que vous voyez un peu à quoi ça va ressembler. Là, je diminue la taille pour que ça ne cache pas mon nom. Je repars maintenant dans les éléments que j'ai upload, importé. Voici ma photo. Je tire ma photo, je mets à l'intérieur. Automatiquement, j'ai ma photo dans le cadre là. Et comme on avait dit la dernière fois, si je veux recentrer ça, je double-clique dessus et je tire juste comme ceci. Donc, j'ai une image centrée de ma personne. Je peux peut-être dire, OK, je vais un peu cacher ça. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Naturellement, ça a perdu un peu de son charisme, mais c'est un peu ça le principe en fait. Supposons que j'ai envie de le faire également avec un cadre un peu plus rond. J'avais une photo ronde, pas dans éléments, pas dans cadre. Il y a plusieurs cadres, donc c'est bien affiché tout. Je vois tous les différents cadres que Canva propose d'avoir. Et moi, je veux un cadre rond pour mon portfolio. Je diminue. OK, là, ça paraît déjà bon. Et je viens d'importer. Je tire mon image. Je la mets dans le cadre. Je double-clique. Je centre. Et c'est bon. Je viens d'échanger en fait de type de photo. Encore une fois, je m'en tiens à mon template. Si je veux le remettre exactement à la position que je fais juste du CTRL Z, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez vraiment pas à partir sur YouTube et essayer peut-être de regarder quelques vidéos sur Canva ou sur YouTube et tout. Mais même pour vos projets personnels, vraiment, si vous voulez faire des graphiques et tout, utiliser Canva, c'est vraiment, ça part vraiment, vraiment vite en fait. Et il y a directement beaucoup de trucs qui sont déjà faits pour toi. Même si tu veux peut-être avoir ton téléphone là, tu as créé une application et tu aimerais faire la publicité de ton application, tu fais le screenshot juste de ton application, tu viens, tu as ton téléphone, tu importes ton image et après tu viens, tu utilises juste, par exemple, le site internet associatif. On avait eu à utiliser ça. Ouais, et là, ça fait comme si tu as fait le screenshot, tu as filmé le téléphone, quoi. Bref, c'est un peu ça. On me dit, c'est hors du cadre de ce qu'on avait à faire aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer un peu les possibilités de Canva. Si peut-être si nécessaire, bien sûr, le besoin se fait savoir, on pourra un jour faire, je sais pas, un workshop pour voir un peu les différentes options qu'il y a sur Canva. Mais dans le cadre de créer un CV, c'est un peu ça. Et à chaque fois, tu peux donner un check à ta page ici. Donc déjà, je voulais savoir, est-ce qu'il y a peut-être des questions par rapport à ce que je viens de montrer? Mhm. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions là, on passe à la conclusion alors. Donc, c'était un peu ça le principe. En gros, lorsqu'on fait un CV, il y a pas mal d'erreurs à éviter. On a vu ces erreurs. Et le CV, tu dois vraiment t'arranger à sorte qu'il soit vraiment très professionnel, avoir une image professionnelle, le faire le plus concis possible, ne pas mettre des informations qui ne sont pas forcément relevantes. Et bon, encore une fois, c'est à toi vraiment d'étudier encore qu'est-ce que toi tu estimes que c'est important ou pas. Et généralement, faire un CV n'est pas très compliqué. Il existe déjà de nombreux outils pour le faire. Comme on a vu aujourd'hui, il y a Resume.io qui est payant naturellement, mais qui peut t'aider en fait à bien agencer ton CV. Ne pas oublier de mettre peut-être des sections parce qu'ils vont te proposer des sections, ils vont te proposer des suggestions d'amélioration, ils vont te mettre ton pourcentage de complétion pour t'aider à bien structurer la chose. Maintenant, c'est que tu n'as pas d'argent, tu ne veux pas payer l'option pour télécharger. Tu peux passer à un outil comme Canva où tu auras vraiment beaucoup, beaucoup plus d'options de choisir à quoi va ressembler en fait ton portfolio, ton CV. Utiliser un template. Les templates sont gratuits. Tu peux maintenant bien, bien structurer en fait, ou bien, bien, bien personnaliser par rapport à tes goûts personnels, ce que tu aimes, ce que tu veux. Et tout ce que tu as à faire, ce sera maintenant juste une copie, un copier-coller des informations que tu as eu à ancrer dans Resume.io.
Ou alors, si tu avais déjà un CV que tu avais à faire avec Microsoft Word ou avec LaTeX, tu vas juste essayer de le faire, prendre les informations qui sont de l'un côté et les envoyer vers l'autre, en fait. Donc, c'était un peu ça. Encore une fois, n'hésitez pas à partir sur le site Internet. Chaque fois, on essaie de donner des webinaires comme celui-ci avec sur différentes thématiques. En ce moment, on se concentre beaucoup plus sur les règles students, mais plus tard, il y aura des thématiques, par exemple, sur les finances, thématiques peut-être sur certaines astuces pour bien vivre en Allemagne, les choses à éviter quand tu vis en Allemagne et tout ça. Donc, de temps en temps, essayez de guetter le site, peut-être voir si un webinaire qui vous intéresse, vous inscrire pour ce webinaire ou bien pour cette formation. Donc, c'était tout. Déjà, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et à chaque fois, si vous avez des questions plus tard après cette présentation, n'hésitez pas à écrire à ce numéro ou bien si vous êtes dans le groupe WhatsApp, n'hésitez pas à écrire dans le groupe WhatsApp, on va essayer de répondre à vos questions.